Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la présentation du chapitre 2, soit l'organisation et les propriétés de la matière. Donc, commençons. Donc, tout simplement par cette page-là. Donc, je passe à la page suivante. Il n'y a rien du tout à cette page-là. Hey, c'est mon premier cours en ligne, donc soyez indulgents. Commençons. Donc, bien sûr, la matière. La matière, c'est ce qui constitue tout ce qui nous entoure. Donc, ça remplit le vide finalement. Et c'est fait d'atomes. Donc, l'atome étant la plus petite unité de la matière. Donc, c'est ce que vous avez déjà vu en secondaire 2. C'est un rappel, c'est une révision de secondaire 2, même secondaire 1. Tableau périodique, je vais vous en faire un plus beau. Donc, le tableau périodique ici, comme vous voyez, ça renferme finalement, puis je ne sais pas si on vous l'a déjà expliqué de cette façon-là, mais la totalité de ce qui est fait autour de vous là, est fait de ce que vous retrouvez dans le tableau périodique. Donc, ça semble être un monde complexe, ce l'est, et c'est juste cette centaine d'éléments-là qui composent finalement la totalité de ce que vous pouvez retrouver dans l'univers connu. Donc, c'est un tableau qui peut évoluer selon nos futures découvertes. Je reviens bien sûr à Amazon. Par la suite, c'est sûr que ce tableau périodique-là est classé. Vous avez commencé à le voir un petit peu l'année passée. C'est pas cette année qu'on va le voir vraiment, c'est l'année prochaine, en secondaire 4, que vous allez vraiment voir tout le classement de ce tableau périodique-là. Ensuite, vous avez appris que les atomes peuvent s'assembler ensemble. Et lorsqu'on assemble deux ou plusieurs atomes ensemble, bien, on se retrouve à former ce qu'on appelle des molécules. Donc, ces molécules-là vont changer radicalement les propriétés caractéristiques de la matière. Je vous explique. Par exemple, si je prends du sel de table. Du sel de table, la configuration, c'est du NaCl. Donc, Na, c'est sodium, Cl, c'est du chlore. Le sodium, Na, qu'on retrouve dans cette première colonne-là, qu'on appelle une famille, vous allez le voir l'année prochaine, ben, si elle explose, ben, ça va prendre carrément en feu si on le met dans l'eau. Et si je regarde le chlore, ben, le chlore, vous le savez, c'est un agent extrêmement puissant pour désinfecter. Donc, on l'utilise pour, par exemple, désinfecter l'eau d'une piscine. C'est extrêmement toxique. Donc, imaginez, on associe quelque chose de toxique pour la vie, qui tue carrément la vie, à quelque chose qui, lorsqu'on le met dans de l'eau, tout simplement, réagit et prend en feu. Et quand on le met ensemble, lorsqu'il y a une association entre ces deux atomes-là, on forme une molécule qu'on appelle du NaCl, qui est une molécule extrêmement stable. Hein, vous en avez du sel à la maison. Puis comme vous voyez, ça ne prend pas en feu si vous le mettez dans l'eau. Puis c'est pas trop toxique, sauf pour vos artères, bien sûr, pour votre pression, si bien sûr vous en mangez beaucoup trop. Poursuivons maintenant avec les propriétés. Donc, propriétés caractéristiques, hein, je l'ai nommé tantôt. Donc, c'est une propriété qui caractérise la matière. Les propriétés caractéristiques permettent d'identifier soit une substance ou un groupe de substances. Par exemple, si j'ai un criminel dans une classe, dans une école, mettons, et que je vous dis, ben, c'est facile, c'est un garçon. Hein, pas sûr que vous sachiez c'est qui. Donc, garçon n'étant pas une propriété caractéristique du tout. Un petit peu comme si j'utilisais la masse. La masse, ce n'est pas une propriété caractéristique. Donc, si je vous dis, ben, c'est facile, cette personne-là qui a commis le crime pèse, sa masse est d'environ 100 kg. Je ne sais pas si vous allez le trouver facilement. Donc, c'est certain que si je vous donne par contre l'ADN, oh là, l'ADN, hein, on n'est pas à la même place du tout. Donc, l'ADN, on va être en mesure justement de pouvoir retracer précisément donc la personne. Donc, l'ADN serait une propriété caractéristique. Donc, dans le cas justement des propriétés caractéristiques plus classiques en sciences, on va parler par exemple de la masse volumique, du point de fusion, du point d'ébullition. Et là, je vois que vous vous rappelez un petit peu de ce que vous avez appris l'année passée. Poursuivons avec, ici, les mélanges. Donc, encore une fois, des connaissances que vous avez vues, qu'on revoit un peu cette année. Mélanges homogènes et hétérogènes. Pourquoi je prends le temps de les revoir avec vous? C'est parce que c'est extrêmement important. Vous allez les revoir l'année prochaine également. Donc, mélange homogène, je vais garder ça un peu en suspens. On va tout revoir ça dans quelques instants. Donc, je poursuis. On y arrive. Donc, organisation de la matière. Bon, lorsqu'on parle d'un modèle, vous le savez, dans une société, on pourrait parler de modèles humains. Des modèles humains vont être des gens qui vont nous inspirer. Hein, si on regarde, par exemple, Neil Armstrong, qui a été le premier astronaute, bien, ça peut inspirer une panoplie d'humains, justement, à réaliser et à se dépasser dans
différents rêves. Je sais que je suis également votre modèle en sciences. Donc, poursuivons. En termes de modèles, ben, c'est certain qu'on a créé des modèles sur des choses, étant donné qu'on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout comprendre. Donc, c'est certain que lorsqu'on ne peut pas voir, par exemple, les atomes, ça a été difficile durant longtemps. Là, on commence un petit peu avec la microscopie moderne à le faire, mais à l'œil nu, c'est impossible. Donc, c'est certain qu'on va créer ce qu'on appelle des modèles. Un modèle, c'est donc un dessin, un schéma qui va nous permettre justement d'expliquer entre humains justement ce qui arrive dans la nature. Donc, lorsqu'on va parler, par exemple, d'atomes qui s'associent pour former des molécules, ben, c'est un modèle. Le fait que ça soit des sphères, ben, c'est un modèle également. Donc, c'est certain qu'on a créé des modèles qui doivent représenter la réalité observable. Par exemple, si selon la description du modèle, la précision du modèle au moment qu'on crée le modèle, ben, ça permet d'expliquer exactement tout ce qu'on peut retrouver, ben, tant mieux. Vous allez voir l'année prochaine qu'il y a plusieurs scientifiques qui ont fait différents modèles. Donc, les modèles doivent évoluer, vont évoluer. Il faut que vous l'acceptiez. John Dalton, qu'on voit juste ici, ben, a été le premier scientifique à faire vraiment, selon des expérimentations très claires, nettes, répétitives, un premier modèle qui, étonnamment, puis on parle quand même là, des années 1700-1800, là, était vraiment encore à jour pas au complet, là, mais ça semble avoir encore beaucoup de sens aujourd'hui pour nous. À partir de là, ben, vous allez voir plus l'année prochaine l'évolution de ces modèles-là, parce que chaque fois que la science découvre des nouvelles connaissances, ben, c'est certain que les modèles qui existaient des fois ne fonctionnent plus totalement, n'arrivent pas à répondre à la totalité des questions. Donc, c'est fait pour évoluer un modèle. Donc, on tente toujours de l'adapter le mieux possible en fonction de l'époque et des connaissances du temps auquel on crée, bien sûr, ce modèle-là. Je poursuis donc. Représentation physique concrète, hein, c'est un dessin finalement, ça peut être en 3D également, peu importe, d'une réalité inaccessible par les sens. Tu sais, je vois par exemple l'ADN, un double brin ADN, ben, c'est certain qu'on voit que c'est une double échelle qui tourne. Vous avez sûrement déjà vu ça, donc c'est un modèle pour expliquer l'ADN. Puis les scientifiques s'accordent pour oui, OK, j'arrive à comprendre finalement ce que j'observe suite en me servant de ce modèle-là. Donc, le modèle doit avoir différentes caractéristiques. Il doit être simple, simplifier une réalité complexe. Donc, le but, c'est pas que le modèle soit trop complexe, c'est qu'il soit le plus possible accessible. Rendre compte des phénomènes observés. Donc, c'est sûr que le modèle doit refléter la réalité. Prédire adéquatement les nouveaux phénomènes. Donc, c'est certain qu'on va parler d'une répétitivité. Je ne sais pas si le mot est correct. Bref, qu'on soit capable de recommencer continuellement l'expérimentation et d'obtenir toujours les mêmes résultats. Et être modifié ou amélioré en cas de besoin, comme je vous expliquais tantôt. Le modèle particulier, donc inventé bien sûr par son créateur, John Dalton, que vous allez voir plus en détail l'année prochaine, ben, lui avait déjà prédit à ce moment-là la matière constituée de particules microscopiques. Hein, c'est encore vrai aujourd'hui, on appelle ça des atomes. Les particules de matière sont constamment en mouvement. C'est encore vrai. Hein, pensez juste à lorsqu'on chauffe une substance, hein, on parle d'agitation moléculaire. Plus c'est chaud, plus ça s'agite fortement. Il y a des collisions. Donc, c'est encore d'actualité. L'ampleur du mouvement des particules hein, augmente en fonction de la température. La température, les particules de matière peuvent être retenues ensemble par des forces d'attraction. Donc, on parlait de molécules. Par exemple, molécule d'eau, H2O, ben, c'est deux atomes d'hydrogène puis un atome d'oxygène qui sont reliés ensemble et qui sont maintenus par ces forces-là invisibles. Et ces forces diminuent lorsque la distance entre les particules augmente et vice-versa. C'est encore vrai, mais ça, c'est plus l'année prochaine également que vous allez le voir en détail. Je poursuis. On y arrive. Donc, les états de la matière, vous connaissez ça depuis le primaire. Ici, c'est certain qu'on va tenter, c'est vers là que je dois vous emmener, à voir des images et tenter de faire le lien entre l'image et l'état de la matière. Par exemple, l'image qu'on retrouve ici au niveau des solides. Hein, ben, on va parler que le volume va être défini, mais que les particules sont très rapprochées, que l'agitation entre les particules est faible. Donc, la forme est définie. Ensuite, pour les liquides, ben, c'est le deuxième état de la matière. Donc, on va parler bien sûr d'une distanciation un petit peu plus élevée. On va parler d'agitation plus élevée
Et lorsqu'on passe aux gaz, ben, les gaz, l'agitation est très élevée, la distanciation, donc la distance entre les différentes molécules est plus grande encore. Bien sûr, il y a des caractéristiques. Au niveau des solides, le volume est défini. Donc, vous prenez par exemple cette souris-là, ben, la souris ici, ben, elle a une forme qui est définie, qui correspond à cette souris-là. Ensuite, le volume est défini, hein, c'est l'espace pris par cet objet-là dans l'environnement. Au niveau justement des solides de température généralement basse, pensez par exemple à de la glace. Donc, de la glace en température très, très basse au niveau solide. Force d'attraction entre les molécules est très forte. Si on prend par exemple, c'est ce qu'on veut dire, je prends une barre de fer. Donc, si je vous donne une barre de fer et je vous dis tirez le plus fortement pour la séparer en deux, vous n'y arriverez pas. Donc, la force d'attraction des solides est très grande. Bien sûr, elle varie d'un matériau à l'autre. Donc, ça va devenir les propriétés et caractéristiques des différents matériaux qu'on verra un peu plus tard dans l'univers technologique. Si je regarde au niveau des liquides, ben, le volume est défini. Hein, on est capable de le mesurer en litres, par exemple, ou en millilitres. Par contre, la forme ne l'est pas. Donc, elle va prendre la forme du contenant. Vous prenez de l'eau, hein, ça va prendre la forme du contenant dans lequel vous versez l'eau. Température plus moyenne, là, j'aime beaucoup utiliser la glace, donc on a réchauffé et on est passé de l'état solide à l'état liquide. Donc, les forces d'attraction entre les molécules sont suffisantes pour les maintenir rapprochées. Et ça, c'est quand même assez bien parce que si vous pensez à de l'eau, rappelez-vous des fois, là, vous avez deux gouttes d'eau une proche de l'autre, ils forment une seule goutte. C'est des forces qui existent, des forces d'attraction qui existent justement dans l'eau. On appelle ça même les forces de tension superficielles. Si je vous prends comme exemple, et vous l'avez vu en secondaire 2 sûrement aussi, vous avez peut-être déjà fait l'expérimentation, prendre une cuillère, verser de l'eau dedans et être capable de faire bomber l'eau au-dessus de la cuillère ou d'un verre d'eau. Et donc, c'est une force de cohésion qui se maintienne. Tous ceux et celles qui ont déjà plongé connaissent qu'il y a une force au niveau de la surface de l'eau parce que si tu ne rentres pas à grande vitesse de la bonne façon dans l'eau, ben malheureusement, tu vas avoir un méchant flat. Et finalement, au niveau gazeux, ben, le volume est indéfini. Donc, les gaz tentent de prendre toujours le volume le plus grand. Donc, tout l'espace déjà disponible vont tenter d'en prendre de plus en plus. Et la forme est indéfinie également. Donc, on n'a pas de forme. Ça va prendre la forme du contenant ou du lieu dans lequel le gaz se trouve. Température élevée, donc pensez à de l'eau qu'on a fait chauffer jusqu'à temps qu'elle devienne vapeur. Donc, ça prend plus d'énergie, donc l'agitation des molécules est plus élevée. Et donc, on va se retrouver bien sûr avec une température plus élevée. Et c'est pas mal ça que je voulais vous dire. On passe au 2.1.3, donc les substances pures et les mélanges. Donc ça, sans faire de jeu de mots, il ne faut pas les mélanger, hein, il faut les catégoriser très bien dans notre tête. Ça revient l'année prochaine, tout ça. Donc, allons-y. Au niveau des substances pures. Donc, une substance pure, vous avez sûrement déjà vu de l'eau pure. Donc, de l'eau pure, hein, par définition, c'est que dans le contenant, tout ce qu'on aura comme type de molécule, c'est de l'eau. 100% pure. Donc, H2O, les seules molécules qu'on va y retrouver. Donc, quand on parle d'une substance pure, ça pourrait être soit un seul élément, donc je vais revenir ici dans le tableau périodique. Donc, si j'ai, par exemple, une bouteille remplie seulement d'atomes d'oxygène, bien sûr, on va pouvoir dire que la bouteille contient une substance pure qui est, dans cet exemple-ci, de l'oxygène. Ensuite, on va parler bien sûr de mélange, mais ça, je vais revenir un petit peu plus tard. Fait que commençons par substance pure. Donc, constitué d'une seule sorte d'atomes ou d'une seule sorte de molécules, comme je vous disais. Ça pourrait être toutes des molécules d'H2O. Si je prends une barre de fer, c'est des atomes de fer et de fer, jusqu'à temps que j'aie 100% d'atomes de fer qui constituent cette barre de fer-là. Je pourrais donc dire que ce que je te vends, par exemple, cette barre de fer que je te vends, est pure à 100% de fer, ce qui est très difficile industriellement à faire. Un élément polyatomique, donc poly veut dire plusieurs atomiques, atomes. Donc polyatomique constitué donc de plusieurs atomes. Donc on pourrait parler par exemple de l'oxygène. Oxygène, ça va souvent s'associer aux deux. Désolé. Donc O2, c'est des molécules qui vont être formées du même atome. Et d'un composé,
Donc, par exemple, ça pourrait être la différence là, entre élément et composé dans ce cas-ci. Un composé, ça serait composé de deux atomes, par exemple, différents. Comme si je prends mon exemple d'eau pure tantôt, ben, l'eau est constituée d'atomes d'hydrogène et d'oxygène. Donc, on a deux atomes différents, mais étant donné que la molécule formée, c'est que cette molécule-là qu'on retrouve, on va quand même la catégoriser dans une substance pure. Donc, on pourra dire, oui, que cette eau est pure. Je poursuis. Donc, dans substance pure, donc éléments, c'est sûr que là, on est dans des substances pures quand on parle des éléments du tableau périodique. Donc, ce sont des atomes. Fait que si on retrouve que des atomes de carbone ou de sodium, c'est des éléments. On a des éléments polyatomiques. Donc là, on va retrouver justement le dioxygène que je vous parlais tantôt. Donc, c'est le même atome qui se répète deux fois. Et toujours dans substance pure, un composé. Donc, c'est des molécules formées de différents atomes, comme par exemple l'eau que je vous parlais tantôt, mais qu'on va retrouver des milliards et des milliards de fois. Donc, ça va former par exemple un bol d'eau, donc d'eau pure. Donc, ça va faire partie également des substances pures. Passons maintenant à la page, je pense que c'est la dernière page. Donc, un mélange. Donc, un mélange, c'est constitué au moins de deux substances pures ou plus qui vont se combiner ensemble, mais qui ne vont pas se combiner chimiquement. Donc, il n'y aura pas de réaction chimique finalement ici. Prenons un exemple bien simple. Je vous donne du sel et de l'eau. Donc, vous mélangez le sel et l'eau, ben, vous vous retrouvez avec de l'eau salée. Si on fait évaporer l'eau, on se retrouve avec quoi? Du sel. Donc, on est capable de revenir à l'arrière. Donc, c'est un indice, ça, que c'est pas, il n'y a pas eu de réaction chimique, justement, que c'est effectivement un mélange. Il existe deux types de mélanges que vous avez déjà vus, mélange homogène et hétérogène. Le mélange homogène, c'est un mélange qui va former ce qu'on appelle une seule phase. Quand on parle d'une seule phase, c'est que si je prends par exemple l'eau et le glucose ici, on n'est pas capable de les distinguer. Hein, il n'y a pas de couche. On ne peut pas voir la couche de sucre suivie par-dessus, par exemple, de couche d'eau. Si je voudrais un contre-exemple pour mélange hétérogène, ben là, c'est sûr qu'ils ont pris de l'eau et du mercure, mais on pourrait prendre, par exemple, de l'eau et de l'huile. Donc, l'huile, elle flotte sur l'eau. Sa masse volumique, qui est une propriété caractéristique de la matière, est plus faible, donc elle flotte tout simplement sur l'eau. Et on voit distinctement, donc, les différentes couches. Donc, ça c'est dit. Pas mal ça. Ah, puis on peut les distinguer, bien sûr, dans un mélange hétérogène à l'œil nu. Dans un mélange homogène, on ne verra pas les différents constituants. Donc, on peut distinguer les phases, une phase à l'œil nu. Donc, il y a pas, c'est sûr qu'on pourrait prendre des microscopes, mais c'est pas ça. C'est vraiment à l'œil nu. C'est notre barrière, notre limite finalement pour déterminer si un mélange est homogène ou hétérogène. Dans les mélanges hétérogènes, j'ai pas mal tout dit. Donc, c'est sûr que si vous mélangez un bol de soupe, c'est assez évident. Vous voyez des particules. Donc, on ne parle pas de phase, hein, on parle tout simplement de différentes substances qu'on voit apparaître. Ça fait partie des mélanges hétérogènes également. Lorsqu'on voit les phases, comme dans une vinaigrette, ben là, bien sûr, on parle aussi de mélange hétérogène. C'est pour ça qu'on doit la mélanger. Vous êtes sûrement fait avoir avec une vinaigrette italienne, par exemple, vous oubliez de la mélanger. Là, il n'y a que l'huile et non les épices qui se retrouvent dans votre salade. Ça goûte que l'huile avec à peu près pas de saveur. Donc, c'est pour ça qu'il faut le mélanger constamment. Et on va parler de colloïdes également. Les colloïdes, c'est que tranquillement, ils vont se former comme deux couches, une genre de pellicule. C'est pour ça que dans le cas de la peinture, puis là, c'était pas clair dans l'exemple, mais dans le cas de la peinture, c'est pas pour rien qu'à chaque fois que vous voulez peinturer, il faut faire quoi avant? Ah oui, le mélanger. Pour s'assurer d'uniformiser justement les pigments de couleur à travers, dépendamment du type de peinture que vous utilisez, les différents composants. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je crois qu'on a terminé. Oui, je pense qu'on arrive au corrigé. Donc, j'arrête là. Donc, ben, j'espère que ça vous a aidé à comprendre la matière. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire sur le mail. Et bien sûr, j'encourage fortement à utiliser Classroom. Donc, qui va être notre lieu de discussion, qui va être notre lieu justement où vous allez déposer vos travaux. Donc, on va s'habituer tranquillement, hein, c'est nouveau. Sur ce, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je suis content de vous avoir parlé, puis sur ce, à bientôt. Bye bye!